Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Aujourd'hui, retrouvez les moments forts de l'entretien entre Charles d'Anjou et l'homme politique français François Asselineau. Dans cet entretien tourné il y a 6 mois, les deux hommes évoquent la place et les stratégies de la France sous la présidence d'Emmanuel Macron. Je vous souhaite un très bon visionnage. D'ailleurs, il fut un temps, je me rappelle, dans les débuts, pendant 2017, 2018, 2019, on le présentait toujours comme un génie. Maintenant, c'est terminé. Les médias n'osent plus. Mais on disait, Macron a déjà sauté, il passe déjà au-dessus de la prochaine législative, il envisage déjà, etc. Comme on présentait comme quelqu'un qui voyait les choses de très loin. Mais c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui n'a aucune vision à long terme. La meilleure preuve, c'est que lorsqu'il arrive en 2017, à l'Élysée, une des toutes premières décisions qu'il prend, juste avant le 14 juillet, c'est de décider de baisser encore le budget du ministère de la Défense. Il se fritait avec le général de Villiers, qui était chef d'état-major des armées, qui l'a poussé à la démission. Le général de Villiers a claqué la porte, parce que Macron s'attaquait à un budget de la Défense qui était déjà exsangue. Maintenant, donc 7 ans et demi après, il nous explique que il faut absolument réarmer ça veut dire je suis désolé, c'est des sujets. Il y a des sujets dans l'actualité, dans la vie des peuples et des nations. Il y a des sujets à court terme, il y a des sujets à moyen terme, il y a des sujets à très long terme. Et les sujets à très long terme, une défense, ça se voit à 20 ans. La démographie, 20 ans. L'éducation, 20-30 ans. L'infrastructure et les infrastructures énergétiques, c'est pareil, ce sont des sujets de très long terme. Donc vous ne pouvez pas décider comme ça sur un coup de tête de mettre à base une stratégie qui a été élaborée depuis des décennies sans peser le pour et le contre. Sur l'affaire de la défense, il n'avait pas vu ce qu'il fallait faire. Moi, de mon programme depuis toujours, j'ai dit qu'il fallait augmenter le budget du ministère de la Défense. Et j'avais pas besoin de la guerre en Ukraine. Et là, il se trompe encore en parlant d'une défense européenne. Il ne peut pas y avoir de défense européenne parce que nous avons des intérêts industriels, géopolitiques et des habitudes, etc., totalement opposées les unes avec les autres. Voilà. La France, elle a besoin d'avoir sa propre industrie de défense. Elle a d'ailleurs une belle industrie de défense. Il faut tout faire pour maintenir une industrie de défense nationale. Et lui, il veut partager ça, en fait, avec les Allemands qui nous font un bras d'honneur à chaque fois qu'ils le peuvent sur ces questions, et les pays de l'Est qui majoritairement achètent des produits américains. Mais ça, ce que je dis sur la défense, c'est la même chose sur l'énergie. Il a fait fermer Fessenheim, et puis maintenant, il nous explique qu'il faut relancer le nucléaire. Bref, dans tout l'éducation, j'en parle même pas, le désastre de l'éducation nationale, etc. Donc sur tous les sujets, c'est pas un homme de conviction. Je suis désolé, c'est quelqu'un qui suit les mouvements de l'opinion et qui a une feuille de route qui lui a été imposée par d'autres et par l'oligarchie dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Là, il a quand même revêtu les habits à la fois de chef de guerre et aussi d'opposant politique à ce qu'il appelle l'international réactionnaire, avec Trump d'un côté et Poutine de l'autre. Est-ce que, flanqué, on le disait, du Premier ministre britannique et d'Ursula von der Leyen, est-ce qu'ils ont les moyens de résister à Poutine en Ukraine et à Trump sur les questions économiques et les questions européennes? Non, comme aurait dit, comme dirait Trump, ils n'ont aucune carte en main. Voilà. Madame von der Leyen, c'est zéro. Enfin, le grand public, c'est même pas qui c'est. Bon, c'est une femme, de réseau. Elle a été nommée, elle a un pouvoir exorbitant par rapport à ce qu'elle est, en fait. Elle n'a aucune légitimité. D'ailleurs, assez drôle de voir tous ces commissaires européens qui donnent des leçons de démocratie à la planète entière, reprocher à tel ou tel... Quand je vois, par exemple, reprocher au président biélorusse, Loukachenko, d'avoir été réélu, que c'est une mascarade... ce qui reste à démontrer, je ne dis pas que le régime biélorusse est forcément un grand modèle de démocratie, mais ce que je sais aussi, c'est qu'il a quand même un fort soutien populaire en Biélorussie pour Loukachenko. Bon, c'est pas un modèle de démocratie, mais quand même. Mais voir des gens qui ont été élus par personne donner des leçons de démocratie à la Biélorussie, à la Russie, à l'Iran, à la Géorgie, à la ci, à la ça, etc., alors qu'eux-mêmes ont été élus par absolument personne, c'est quand même assez cocasse. Macron, tout le monde sait qu'il y a
Il y a quoi? Il y a 15% des gens qui le supportent encore en France, ou 15 ou 20%. Il fait l'objet d'un discrédit absolument général. Donc il est là. Plus personne ne fait attention d'ailleurs à ce qu'il dit. En attendant, quand j'ai créé l'UPR, donc il y a 18 ans, honnêtement, les gens, même autour de moi, disaient que j'étais un peu dingo. D'abord, on pensait qu'on ne pouvait pas sortir de l'Europe. Ce qui d'ailleurs était vrai. Facialement, puisqu'il n'y avait pas de clause de sortie dans les traités européens. D'ailleurs, Jacques Attali a expliqué, vous savez, que c'est délibéré, mais qu'il n'y avait pas eu de clause de sortie. Quand j'ai créé l'UPR en 2007, pour le jour même du 50e anniversaire du traité de Rome, ce que personne, même mes pires adversaires, ne peuvent, ça c'est un gros problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne peuvent nier que c'est le premier parti qui s'est créé en France et a une date symbolique pour sortir de l'Union européenne. Si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais vu tout ce que j'avais vu, parce que j'avais vu en ayant été auprès de ministres, y compris en étant auprès de Charles Pasqua, qui avait quand même, et d'avoir connu un petit peu également Philippe Séguin, je m'étais rendu compte que même eux n'allaient pas jusqu'au bout de la logique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y avait un moment à partir duquel ils se pliaient à la doxa dominante. C'est ce qu'a fait d'ailleurs un peu tristement Philippe Séguin après son fabuleux discours de 92. Après ça, vous savez, en 96, 97, il s'est rangé derrière la bannière chiracienne de l'européisme, ce dont, à mon avis, il est mort parce qu'il a fait le contraire de ce qu'il pensait au plus profond de lui-même. Quand j'ai créé l'UPR, les gens me considéraient comme un fou. Qu'on ne pouvait pas sortir de l'UE. J'expliquais qu'il y avait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est dans le droit international. Bon, les gens savent. Et puis petit à petit, tout au long des 18 ans qui se sont écoulés, il y a eu des scansions, des moments importants. Il y a eu le traité de Lisbonne, par exemple, qui a reconnu l'article 50, dont vous parliez tout à l'heure. Donc là, ça a un petit peu affermi ma position. À partir du moment où il y avait un article pour la sortie, ça pouvait qu'on pouvait en sortir. Il y a eu évidemment un élément absolument fondamental, ça a été le Brexit. Et je n'aurais pas pu être candidat en 2017 si les Anglais n'avaient pas voté en 2016 pour le Brexit. Quand on allait voir pour les parrainages, les maires, on disait, vous voyez, c'est quand même une hypothèse qui existe. Bon. Donc ça a été un deuxième déclic. Mais le troisième déclic, je crois, c'est l'arrivée de Macron, avec la catastrophe, parce qu'on n'a pas ce sentiment de catastrophe avec Sarkozy, ni même avec Hollande. On a un sentiment de déclassement, d'abandon progressif. Mais avec Macron, il y a eu l'affaire de cette explosion de l'endettement. Il y a eu l'affaire des Gilets jaunes qui ont été martyrisés. Donc ça, c'est plus la France. Donc d'un seul coup, les gens se sont rendus compte qu'à la tête de l'État, on avait quelqu'un de méchant, de violent, de brutal. Il y a eu l'affaire de la Covid où les gens se sont rendus compte, pas tout le monde, mais de plus en plus maintenant, avec le recul du temps, il y a de plus en plus de gens qui se sont fait injecter ARN, qui se disent au fond d'eux-mêmes, qui se sont fait avoir. Donc d'un seul coup, ça a donné tout ça comment dirais-je, un carburant à ceux qui pensaient autrement, dont vous bénéficiez. Omerta, TV Liberté, Radio Courtoisie, Toxin, etc. Tous ces médias qui font un travail, honnêtement, heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là. À notre échelle aussi, UPR TV, qui marche très bien. Nous, on a bientôt 500 000 abonnés. Mais on est un parti politique, c'est perçu un petit peu différemment. Et donc, ça a donné un formidable élan à ça. Et donc, on a un transfert progressif des Français vers une information alternative. C'est lent, c'est long. Il y a encore énormément de gens qui sont arrivés derrière TF1, BFM TV, LCI, etc. Mais quand même, vous savez qu'il y a une statistique qui est sortie il y a il y a 2 semaines, je crois, j'ai regardé ça avec attention, c'est la dégringolade progressive du nombre d'auditeurs du journal télévisé de 20 heures sur France 2. Ils sont passés en 4 ans de 5,5 millions d'auditeurs à 4 millions. J'ai fait une règle de 3. En fait, sur période, sur 3-4 ans, le journal télévisé de France 2 perd 1000 téléspectateurs par jour. Tous les jours, 1000 en moins. Alors évidemment, sur des millions, mais tous les jours, 1000 en moins. Donc il y a ce phénomène qui fait que, en effet, on assiste à une montée en puissance d'une contestation de fond. Voilà. Que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, le combat des dirigeants, c'est un combat souvent contre les oligarques. Trump, Poutine, il a été obligé de casser l'oligarchie, les oligarques.
Xi Jinping, de temps en temps, on apprend qu'il y a Dick Ma, vous savez, ou je sais pas quoi. Il y a un type, un multimilliardaire, ploup, il a disparu de la circulation, puis il réapparaît après 2 ou 3 ans de... Il est allé au Laoga et on l'a fait un petit peu... C'est pareil pour Trump, d'ailleurs, parce que la plupart des... Vous parliez de BlackRock, la plupart des oligarques américains, des grandes fortunes américaines, ne sont pas forcément... des soutiens de Donald Trump. Ah ben pas du tout. Pas du sont, tout. Et donc justement, ce qu'il fait, Trump fait ce que modulo les sociétés différentes. À l'américaine. À l'américaine. Il ne peut pas faire ça à la russe, et il ne peut pas faire ça à la chinoise. Mais fondamentalement, c'est la même réaction, c'est-à-dire un grand retour à la nécessité d'avoir des États qui assurent la justice sociale, la cohésion nationale, et qui font prévaloir l'intérêt collectif sur des intérêts individuels. Donc c'est un combat de titans. Et il faut reconnaître que, de ce point de vue-là, Trump est en harmonie intellectuelle, civilisationnelle, si j'ose dire, avec Poutine, avec Xi Jinping, avec Narendra Modi, alors que nous avons affaire à des gens, des débris de l'ancien monde. Macron prétendait être le nouveau monde. En fait, non, c'est un débris de l'ancien monde. C'est que je crois que profondément, l'idéologie mondialiste est en train de s'effondrer. C'est ce qui fait Trump. Il y a un combat qu'il ne faut surtout pas négliger, qui est un retour du religieux et notamment du christianisme. Ça, c'est très, très, très important. D'ailleurs, il a fait nommer... Vous avez vu qu'il a fait la réunion du gouvernement, il l'a fait bénir, il commence par des prières. Il a nommé auprès de lui une responsable religieuse, c'est une pasteur. Il y a une dimension spirituelle. Il y a une dimension spirituelle très importante qui va de pair... Est-ce qu'on retrouve donc en Russie, je viens d'en parler, en Chine... Il y a eu ce retour, on valorise énormément la pensée confucéenne, qui est une pensée très conservatrice, mais qui est également une pensée sur l'avancement au mérite, le respect de la tradition, le respect des anciens, le respect du savoir, etc., qui fait qu'aujourd'hui, la Chine sort tous les ans 2-3 millions d'ingénieurs par an. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Et ça va de pair aussi avec ce qu'on trouve en Inde, avec le Narendra Modi, qui essaie de remettre sur le devant de la scène l'hindouisme, ce qu'il appelle Hindutva, c'est-à-dire l'indianité, si l'on peut dire, et Narendra Modi qui pense que c'est la vocation de l'Inde au XXIe siècle d'être une des grandes puissances spirituelles. Donc on a ce retour. Et notez bien qu'est-ce qui se passe. Je réponds longuement à vos questions, mais j'aime bien faire tout un panorama pour justifier mon propos. La France, comme toujours, est toujours un pays de comment dirais-je ? Nous sommes un pays de moyenne. Nous sommes un pays avec un climat tempéré. On n'aime pas trop les embardés, même s'il y a parfois des embardés politiques comme des révolutions. Mais c'est quand même un pays de bon sens, au fond, le peuple français, et qui voit les événements de l'extérieur avec une certaine... Il y a toujours un délai de latence. Les crises venues de l'extérieur mettent toujours un certain temps à arriver en France. Et on assiste à quoi en ce moment ? Moi, j'ai donné des cours de futurologie quand je donnais des cours en fac et à l'École supérieure de commerce de Paris. On assiste à ce que les futurologues appellent des faits porteurs d'avenir, des signaux qui s'allument. Et parmi les signaux qui s'allument, il y a quelque chose qui échappe à la compréhension des gens spontanée, c'est la remontée du nombre de baptêmes en France, qui est très spectaculaire. Hein. C'est incroyable. Alors ça reste un phénomène relativement faible, mais quand même, sur les années 2000, on était tombé, par exemple à Pâques, les catéchumènes, qui sont souvent des jeunes adultes, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas été baptisés à la naissance, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ne sont pas baptisés à la naissance. Il y avait, sur les années 2000, on était aux alentours de 3000 baptêmes de catéchumènes sur l'ensemble de la France à Pâques. Et on est monté en 2020, je crois que c'était en 2022, on devait être encore à 3200. En 2023, on est passé à 5700. En 2024, je crois que c'est à 7000. Et là, on va sans doute dépasser les 10 000 ou 12 000. Donc c'est un phénomène de la même façon qu'on voit que les pèlerinages, le pèlerinage de Chartres, le pèlerinage de Compostelle, font l'objet d'un formidable revival, comme on dirait en américain. Donc c'est intéressant à suivre. Donc il y a comme si en fait
cette mondialisation, avec ce brouillage en fait de tout, le brouillage des civilisations, le brouillage des langues, valeurs, des religions, des des repères. valeurs, des genres, des sexes, etc. Une espèce d'indifférenciation générale, accélérée avec les phénomènes migratoires, avait fait comme s'il y avait d'un seul coup un besoin des peuples qui est de se ressaisir et de reprendre, de s'appliquer ce proverbe africain que j'aime à citer. Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens.